Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, automne 2022. Les feuilles mortes virevoltaient dans les rues comme des souvenirs refusant de se poser. Elles tapissaient les trottoirs en un patchwork ocre et brun, glissant sous les pas pressés d'hommes et de femmes emmitouflés dans leurs manteaux. Un vent froid sifflait entre les immeubles, charriant une odeur de pluie, de métal et de solitude. Il était un peu plus de 8 heures du matin, et Chicago s'éveillait dans cette lumière terne que seul l'automne s'est projetée, ni pleine de promesses, ni tout à fait désespérée. Les klaxons lointains, les aboiements de chiens, les murmures anonymes créaient une bande sonore urbaine que plus personne n'écoutait vraiment. Dans une ruelle adjacente au 61 St Street Market, un amas de carton détrempé servait de lit à une silhouette recroquevillée. Une femme d'un certain âge, la peau craquelée par le froid, les ongles noirs de crasse, les yeux cernés de fatigue. Elle était là tous les matins. Inchangée. Comme un élément de la ville que personne n'avait vraiment placé là, mais que tout le monde acceptait comme allant de soi. Son manteau, trop grand pour elle, semblait l'avoir avalé. Un bonnet tricoté à la main, usé jusqu'à la maille, couvrait ses cheveux gris emmêlés. Elle portait des gants en laine sans doigts, laissant apparaître des mains abîmées par le temps et les épreuves. À ses pieds, un gobelet en plastique fissuré. À l'intérieur, quelques pièces, jetées distraitement, par culpabilité ou automatisme. On l'appelait Mama June. Un surnom venu de nulle part, mais qui lui collait à la peau. Certains la saluaient d'un signe de tête, d'autres évitaient son regard. Mais personne ne s'arrêtait vraiment. Personne ne lui parlait. Elle était devenue invisible. Un fantôme de la ville. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose changea. Un SUV noir aux vitres teintées s'approcha lentement de la bordure du trottoir. Le véhicule contrastait violemment avec l'environnement délabré, comme un intrus dans une peinture à l'huile. Il s'immobilisa sans bruit, le moteur ronronnant à peine, comme si le destin lui-même retenait son souffle. La portière arrière s'ouvrit avec une lenteur presque cérémonielle. Et un homme en descendit. Grand, élancé, le port noble. Il portait un long manteau de cachemire gris anthracite, une écharpe en soie bleu nuit parfaitement nouée autour du cou. Ses chaussures italiennes brillaient malgré les flaques d'eau. À sa main, une montre suisse en platine qui valait plus que tout ce que les habitants de ce quartier possédaient réunis. Il marcha avec une aisance naturelle, une gravité élégante. Mais ses yeux, eux, trahissaient autre chose. Une tension. Un appel intérieur. Il semblait ne pas voir la rue, ni les regards curieux qui se posaient sur lui. Il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Son nom était Richard Coleman. Âgé de 39 ans, Richard était ce qu'on appelait dans les magazines financiers un self-made billionnaire. PDG de Solomtech, leader des énergies renouvelables, il avait grandi dans une famille adoptive aimante, puis gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Il avait été élu homme de l'année par Forbes, décoré par le gouvernement pour ses engagements écologiques, invité sur tous les plateaux télévisés. Mais en ce jour froid et gris de 2022, rien de tout cela ne comptait. Car Richard n'était pas venu ici en milliardaire. Il n'était pas venu pour une levée de fonds ou une conférence TED. Il était venu en fils. Un fils à la recherche d'un visage. D'un regard. D'une histoire. D'une vérité qu'il avait refoulée pendant des années. Une douleur logée si profondément qu'elle avait guidé chacun de ses pas, même inconsciemment. Et en croisant le regard de cette femme assise dans le froid, il sut. Il sut que ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une illusion. C'était elle. Il marcha lentement vers la vieille femme, sans dire un mot. Chaque pas semblait peser une tonne, comme si le passé l'alourdissait à mesure qu'il s'approchait d'elle. Il sentait son cœur battre plus fort dans sa poitrine, non pas de peur, mais d'une sorte de vertige. Une frontière invisible se dessinait entre sa vie d'avant et ce moment. Elle, recroquevillée contre un mur humide, ne leva les yeux qu'à la dernière seconde, alertée par l'ombre qui avait assombri la lumière devant elle. D'abord surprise, elle fronça les sourcils. Ses pupilles, délavées par les années et la fatigue, mirent du temps à s'ajuster. Il portait un visage qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Mais ses yeux étaient les siens. Ils se regardèrent.
Longtemps. Et dans ce silence suspendu, même les bruits de la ville semblaient s'être arrêtés, les moteurs s'étaient tus, les klaxons s'étaient éteints, et le vent, même lui, retenait son souffle. Comme si l'univers entier assistait à une scène qu'il n'osait déranger. « Vous avez quelques pièces » murmura-t-elle finalement, d'une voix rauque, presque éteinte, comme si elle répétait mécaniquement cette phrase, sans y croire vraiment. Mais il ne répondit pas tout de suite. À la place, il s'accroupit doucement devant elle, à hauteur de son regard. Ce simple geste, celui d'un homme riche qui s'agenouille dans une ruelle sale, fit tourner quelques têtes. Mais il s'en moquait. Le bitume était froid, ses genoux protestaient sous le tissu de son pantalon, mais il ne bougea pas. Il regardait sa mère. « Tu t'appelles June Holloway » demanda-t-il d'une voix calme, presque fragile. Elle se raidit. Ses épaules tremblèrent. Son regard devint plus dur, méfiant, comme un animal blessé qu'on tente d'approcher. « Qui le demande » répondit-elle, sur la défensive. Richard hésita. Il ferma brièvement les yeux, prit une inspiration, puis fouilla dans la poche intérieure de son manteau. Il en sortit une photo ancienne, plastifiée, froissée sur les bords. Il la déplia avec soin, comme s'il portait dans ses mains un trésor ou une preuve irréfutable. « C'est toi » dit-il en lui tendant l'image. « Et ça, c'est moi. » June tendit la main avec lenteur, comme si elle redoutait de toucher un mensonge. Ses doigts, maigres et abîmés, frôlèrent le plastique. Elle prit la photo. Elle la fixa longtemps. Le monde autour d'elle s'évanouit. La jeune femme sur l'image, c'était bien elle. Elle s'en souvenait. Cette robe jaune pâle, ce jour d'été, ce bébé dans ses bras. Son bébé. Elle porta la main à sa bouche. Ses lèvres tremblaient. Son regard allait de la photo à l'homme agenouillé devant elle. Elle ne pouvait y croire. Elle ne voulait pas y croire. Et pourtant, Richard. Sa voix se brisa. Elle lâcha la photo. Son souffle devint saccadé. Il hocha la tête, les yeux humides. « Tu es ma mère. » Ces mots, simples et clairs, frappèrent June comme une décharge. Ses jambes cédèrent. Elle s'effondra littéralement vers lui, non pas d'épuisement, mais comme une digue qui cède sous le poids des émotions accumulées. Elle pleurait. Des sanglots lourds, profonds, anciens. Ceux d'une mère qui avait porté un deuil vivant pendant des décennies. Il l'attrapa dans ses bras, sans hésitation. Il la serra contre lui, avec une tendresse qu'il ne savait même pas exister en lui. Elle sentait l'humidité, le froid, l'abandon, mais elle était réelle. Et elle était là. Tout autour, les passants s'étaient arrêtés. Certains filmaient, d'autres regardaient en silence. Mais personne ne parlait. Parce qu'ils assistaient à quelque chose de sacré. Un fils retrouvé. Une mère ressuscitée. Et au milieu du bitume, des détritus et du béton, l'amour jaillit. Brut. Imprévu. Authentique. Le passé de June Holloway était un long couloir de douleur, de choix déchirants et de silence imposé. À 22 ans, elle portait encore en elle les rêves de la petite fille qu'elle avait été à Flint, dans le Michigan. Brillante, douce et toujours prête à aider, elle s'était inscrite à l'école d'infirmière de Détroit-Merci avec l'espoir de changer des vies. Elle rêvait d'un uniforme blanc, d'un badge au nom de June Holloway, RN, et d'un appartement modeste mais à elle seule. Elle voulait prouver à sa famille stricte, ultra-religieuse, peu encline à tolérer l'émancipation féminine qu'elle pouvait réussir sans homme, sans mari imposé. Mais la vie est souvent plus cruelle que les rêves. C'est dans ce même hôpital, au détour d'un service de nuit, qu'elle rencontra Dr. Gregory Langston, un médecin expérimenté, séduisant, charismatique, et marié. Elle savait que c'était interdit. Elle savait qu'elle ne devait pas s'attacher. Mais il avait les mots doux, la chaleur, les attentions qu'elle n'avait jamais reçues. Dans sa solitude, elle avait confondu attention et amour. Et quand elle lui annonça qu'elle était enceinte, ce fut comme si une pièce s'effondrait sur elle. Il devint froid, distant. Il la traita de menteuse, puis l'accusa de vouloir détruire sa carrière. 3 jours plus tard, il demanda à la direction son transfert vers un autre hôpital. June fut seule. Quand elle retourna chez ses parents pour chercher du soutien, sa mère la gifla.
Son père, pasteur d'une église baptiste, lui ferma littéralement la porte au nez. « Tu es une honte, June. Tu n'es plus notre fille. » Rejetée. Enceinte. Sans ressources. Elle retourna à Détroit et vendit tout ce qu'elle possédait. Puis, dans un dernier élan de survie, elle monta dans un autobus Greyhound vers Chicago. Elle trouva refuge dans un foyer de femmes pendant les derniers mois de sa grossesse. Là-bas, entre des murs décrépits et des repas à peine chauds, elle accoucha seule, sans personne pour tenir sa main. Le bébé qu'elle mit au monde était beau. Métisse, la peau couleur caramel, les yeux d'un marron profond. Elle l'appela Richard, d'après le prénom de son grand-père, le seul homme qu'il avait jamais aimé sans condition. Mais après seulement quelques semaines, June réalisa l'évidence. Elle ne pouvait pas lui offrir une vie. Pas dans cet état. Pas dans cette misère. Elle n'avait même pas de quoi lui acheter du lait en poudre. Elle le voyait pleurer, le ventre vide, et son cœur se brisait un peu plus chaque jour. Alors, un matin de janvier, alors que la neige recouvrait les trottoirs de Bronzeville, elle l'enveloppa dans la seule couverture qu'elle possédait, le déposa devant une église baptiste St. Emmanuel's Church, et glissa dans son couffin une note, écrite à la main, d'une écriture tremblante. « Je m'appelle June. Je n'ai rien. Mais je l'aime. Prenez soin de lui. Un jour, il comprendra. » Puis elle s'en alla, sans se retourner. Mais chaque pas loin de son bébé était une déchirure. Un abandon. Une faute qu'elle n'a jamais cessé de porter comme une croix. Depuis ce jour, elle erra d'un abri à l'autre. Les années passèrent. Son corps s'affaiblit. Son esprit aussi. Elle perdit ses papiers, son identité, jusqu'à ce qu'elle devienne juste Mama June, cette femme cassée, oubliée, assise chaque jour au même coin de rue, avec ses gants troués et ses souvenirs comme seule richesse. Pendant ce temps, Richard, élevé par Paul et Clarice Anderson, un couple mixte de Milwaukee et lui pasteur blanc, et l'enseignante afro-américaine avait grandi dans l'amour, mais pas sans question. Il avait tout eu, une éducation privée, des livres à profusion, des valeurs solides. Mais le vide restait là. Insaisissable. Les soirs de Noël, quand tout le monde riait autour du feu, il se retirait dans sa chambre et fixait le plafond. Pourquoi? Qui m'a laissé? Est-ce qu'elle m'aimait? Les Anderson lui disaient qu'il avait été trouvé à l'église, dans un couffin, comme Moïse sur les eaux. Mais il ne voulait pas d'un mythe. Il voulait la vérité. Et ce fut des années plus tard, après le décès de son père adoptif, en triant ses affaires, qu'il découvrit une Bible noire, usée, annotée. À l'intérieur, entre l'Évangile selon Luc et le livre de Job, une feuille pliée en 4. Un papier jauni, à peine lisible, mais sur lequel il lut ces mots. « Je m'appelle June. Je n'ai rien. Mais je l'aime. » Ses mains tremblèrent. Ses larmes coulèrent. Elle l'aimait. C'était suffisant pour rallumer une quête. Il engagea un détective privé. Il fit fouiller les archives d'hôpitaux, les registres de naissance anonymes, les journaux locaux, les églises. C'était un labyrinthe sans issue, jusqu'à ce qu'un ancien pasteur de St. Emmanuel's, un certain révérend Samuel Johnson, se souvienne d'une jeune femme, brisée, qui pleurait chaque soir sur le perron de l'église. Elle disait s'appeler June Holloway. Elle a laissé son bébé. Et elle a disparu. Ce nom. Ce seul nom. June Holloway. Et c'est ce nom qui mena Richard, ce matin froid de 2022, jusqu'au South Side de Chicago. Jusqu'à cette femme, assise sur un carton trempé. Jusqu'à ce visage marqué, mais familier. Jusqu'à ce regard. Celui qu'il avait regardé, pour la toute première fois, à sa naissance. Richard n'hésita pas une seule seconde. Quand June s'effondra dans ses bras, il comprit que l'instant n'avait pas besoin d'explication rationnelle. Il ne demanda ni test ADN ni confirmation officielle. Le lien, lui, était plus ancien que le sang. Il le ressentait dans ses os, dans sa mémoire corporelle, dans ce regard qu'il avait vu avant que le monde ne le nomme. Il fit un simple signe à son chauffeur. Sans un mot, l'homme descendit pour ouvrir la portière du SUV. Richard aida doucement June à se relever. Elle vacillait, tremblante, comme une enfant qu'on aurait oubliée dehors trop longtemps. Ses jambes,
ankylosée par le froid et l'humiliation de tant d'années, peinait à marcher. Mais elle entra dans la voiture, comme si elle pénétrait dans un rêve, ou dans un souvenir oublié d'un futur qu'on lui avait arraché. Direction, Lakeshore Drive. Le trajet se fit dans le silence, seulement interrompu par le ronronnement discret du moteur et les regards furtifs que Richard lançait à sa mère, assise à côté de lui. Elle tenait toujours la photo contre sa poitrine, comme un talisman. Quand ils arrivèrent devant la demeure, une grande maison aux lignes modernes, surplombant le lac Michigan, June n'osa pas descendre. « C'est, chez toi » murmura-t-elle. « C'est chez nous maintenant » répondit-il. Elle hésita encore. Les colonnes en pierre blanche, les baies vitrées immenses, le jardin parfaitement entretenu, tout cela lui semblait appartenir à un film, pas à sa vie. Mais il lui tendit la main, et elle la prit. Dans les jours qui suivirent, Richard mobilisa ses ressources. Il fit venir un médecin personnel, une nutritionniste, un psychologue spécialisé en traumatisme. On coupa ses cheveux, on lava son corps, on soigna ses plaies, visibles et invisibles. On lui apporta des vêtements chauds, des draps propres, des pantoufles, des livres, des tisanes, du silence. Mais ce n'était pas le confort matériel qui bouleversait June. C'était le regard de son fils. Un regard qui ne la jugeait pas. Qui ne la questionnait pas sur son passé, ni sur ses absences, ni sur son abandon. Il la laissait être. Et c'était peut-être la chose la plus rare au monde. June avait peur de tout. Du lit trop grand. Des interrupteurs tactiles. De la nourriture servie à heure fixe. Du silence aussi, surtout le silence, qui amplifiait les voix intérieures. Elle se réveillait parfois la nuit en sursaut, pensant qu'elle était encore dans une ruelle. Elle avait honte de s'asseoir sur les canapés trop blancs. Elle demandait toujours la permission avant d'entrer dans une pièce. Mais Richard ne pressait jamais. Il était là, chaque jour, avec une tasse de café ou de chocolat chaud. Il venait s'asseoir près d'elle et, au lieu de lui poser des questions sur le passé, il lui parlait du sien. « Tu sais que j'avais peur du noir jusqu'à 12 ans ? Tu savais que je faisais du piano à l'église, mais seulement quand personne ne regardait ? » Il la faisait rire. Parfois pleurer. Parfois les deux. Et petit à petit, elle aussi se mit à parler. Des jours heureux. Du Michigan. De son rêve d'ouvrir une clinique. De la robe jaune qu'elle portait le jour où elle l'avait mis au monde. Des nuits passées à chanter pour qu'il dorme. Elle n'avait pas oublié. Richard travaillait dans son bureau à l'étage. Il était tard, mais une lumière douce filtrait depuis le salon. Intrigué, il descendit. June était là, assise dans le fauteuil près de la cheminée. Une couverture légère sur les genoux, un livre entrouvert dans les mains. Ses lunettes glissaient sur le nez. Elle s'était endormie en lisant. La lumière du feu dansait sur son visage paisible. Richard s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle. Il la regarda longuement. Il vit ses rides, les traces d'une vie trop dure. Mais il vit aussi la paix. Le relâchement. L'acceptation. Il posa une main sur la sienne, et murmura presque sans y penser. « Maman. » Ses paupières battirent doucement. Elle ouvrit les yeux, un peu confuse, puis sourit. Un vrai sourire. Pas un sourire de façade, ni de remerciement. Un sourire de mère. Et elle répondit simplement. « Mon fils. » Ce furent 2 mots. Mais ils suffirent à guérir des décennies de silence. 6 mois plus tard, un jour qui allait marquer à jamais leur vie. Le soleil d'hiver peinait à percer les nuages lourds au-dessus de Chicago. Dans une grande salle de conférence vitrée, située au cœur du quartier des affaires, une foule nombreuse s'était rassemblée. Journalistes, photographes, militants, amis et inconnus curieux remplissaient les rangées de sièges impeccablement alignés. Au centre, sur une estrade lumineuse, se tenait Richard Coleman. Son regard était vif, mais calme, chargé d'une émotion qu'il avait longtemps contenue. À ses côtés, assise sur une chaise sobre mais digne, se trouvait June Holloway. Elle portait une robe simple, aux couleurs douces, et un léger sourire aux lèvres. Elle paraissait fragile, mais la force intérieure qui émanait d'elle capturait toute l'attention. Le murmure du public se tut peu à peu. Les caméras braquèrent leurs objectifs, capturant l'instant où Richard prit la parole.
Aujourd'hui, je veux partager une vérité personnelle, commença-t-il, la voix posée mais remplie de gravité. Je veux parler d'amour, de résilience, et surtout de pardon. Il marqua une pause, croisa le regard de sa mère. Elle n'est pas une erreur. Elle n'est pas une honte. Elle est ma source. Ma racine. Ma force. La salle éclata en applaudissements, certains pleuraient, d'autres hochaient la tête en silence. Je suis fier d'être son fils. Richard poursuivit en annonçant la création d'une fondation qui porterait désormais le nom de sa mère. Jeunesse Hope a pour mission d'aider les femmes sans abri, en particulier celles qui, comme ma mère, ont dû affronter l'abandon, la pauvreté et l'exclusion. Nous voulons leur offrir plus qu'un refuge, une seconde chance, une dignité retrouvée, des formations, un accompagnement psychologique et un logement stable. Les médias couvrirent l'événement en direct. L'émotion sincère des deux protagonistes toucha profondément l'auditoire. Des dizaines de promesses de dons affluèrent, des bénévoles se proposèrent, et des partenariats furent rapidement noués. Les mois qui suivirent virent June devenir une figure publique inattendue mais authentique. Invitée à s'exprimer dans des écoles, des universités prestigieuses, et lors de conférences TED, elle raconta son histoire sans phare. Sa voix, douce mais ferme, évoquait l'abandon, la peur, les nuits glaciales dans la rue, mais aussi la force insoupçonnée qu'elle avait trouvée en elle-même. Elle parlait de survie, de rédemption, mais surtout d'amour. Elle rappelait au monde que derrière chaque femme sans abri se cachait une histoire, une mère, une fille, une amie. Le jour de ses 40 ans, Richard voulut marquer cette renaissance par un geste symbolique. Dans le hall principal du plus grand centre d'accueil de Jeunesse Hope, il fit ériger une statue en bronze. Une femme debout, la tête haute, le regard fier, tenant un enfant contre elle, comme pour lui transmettre sa force et son amour. Au pied de la statue, une inscription simple mais puissante. Même une reine peut tomber. Mais un fils aimant la relève. Interrogé à de nombreuses reprises sur ce qui le rendait le plus fier, Richard ne parlait jamais de ses milliards, ni des innovations révolutionnaires de son entreprise. Il répondait invariablement, avec un sourire humble. J'ai retrouvé ma mère. Et je l'ai remise sur son trône. Ces mots résonnaient bien au-delà des murs des palais de verre et des salles de réunion. Il parlait d'humanité, de pardon et d'espoir.